Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio Nationale du Mali. Il est 9 h. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les titres. Au sommet de cette édition, la cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Occasion pour le Premier ministre qui a présidé la rencontre d'insister sur l'importance de la fonction publique dans le développement d'un pays. Les précisions dès le début de ce journal. Plus de 7 milliards de francs CFA pour l'amélioration des moyens de subsistance dans les chaînes de valeur centrales et résilientes et aussi des systèmes alimentaires. C'est l'objectif du projet TISAL qui vient d'être lancé à Ségou. Le délai d'exécution et les porteurs de projet à découvrir dans ce journal. Dans l'actualité AES au Burkina, les autorités s'engagent à faire tomber les barrières pour plus d'efficacité dans la lutte contre l'hépatite. Ceci dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Et au Niger, nous allons parler de la cérémonie de triomphe de la 20e promotion d'élèves officiers d'actifs et de la sortie de la 12e promotion d'élèves officiers collatéraux, une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. Dans Focus Santé, nous parlerons des risques de se promener avec un cathéter au bras, un comportement qui peut provoquer de nouvelles infections ou même des maladies qui peuvent toucher n'importe quel organe du corps. Kouma Sissé nous en parle en fin de journal. Dans l'actualité sportive, il sera question de la finale de l'Afro-Basket masculin ce dimanche. Le Mali défie à 18 h l'ogre angolais. En football, les affiches des demi-finales du CHAN 2024 sont connues. Le Sénégal joue contre le Maroc et le Soudan sera face à Madagascar. Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta, 3 matchs se jouent aujourd'hui. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a donc présidé ce samedi, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Les travaux des ministres seront axés sur les conclusions de la réunion des experts qui s'est tenue ici même à Bamako. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a insisté sur l'importance de la fonction publique dans le développement d'un pays avant de saluer les efforts louables fournis au Mali en matière de modernisation de l'administration avec une forte ambition de digitaliser les services publics. Les précisions avec le reportage de Mamari Kone et Aliou Touri. Après Cotonou au Bénin en 2018, c'est Bamako qui accueille cette année la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Après plusieurs années de léthargie, la rencontre de Bamako doit donner un nouveau souffle à l'Observatoire après le diagnostic fait par les experts lors des travaux préparatoires. Éric Kossi Ainamon, secrétaire exécutif de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. L'État malien a autorisé la tenue de cette conférence à Bamako. Tous les espoirs de l'Observatoire reposent sur cette conférence et j'ai confiance et j'ai espoir qu'à l'issue des travaux, ce sera réellement un nouveau départ et ça va nous permettre quand même de moderniser nos différentes administrations et rendre performants les services publics. Dr Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Cette 12e conférence doit être l'occasion pour donner une nouvelle dynamique à l'organisation afin qu'elle puisse relever le nombreux défis auxquels nos fonctions publiques sont confrontées. Aussi, cette 12e conférence devait être l'occasion de faire des propositions qui permettront de changer le regard du citoyen ou de l'usager sur les fonctions publiques africaines caractérisées de bureaucratie par certains, donc, je cite, un monde de papier et de lenteur et renvoie à une administration tentaculaire et tatillonne. Fin des citations. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, cette 12e conférence est une occasion pour les experts et les administrateurs de partager leurs expériences et les bonnes pratiques et leurs réflexions sur les défis et les perspectives des fonctions publiques africaines. Général de division Abdoulaye Maïga. Nous devons réfléchir collectivement à des solutions innovantes pour renforcer les capacités des agents publics, améliorer la qualité des services publics et promouvoir une culture de performance, de responsabilité et de redevabilité dans nos administrations publiques. En ce qui concerne le Mali, dans le cadre de la refondation du Mali, les efforts louables ont été fournis en matière de modernisation de l'administration avec une forte ambition
de digitaliser les services publics pour renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est ainsi que des actions novatrices ont été réalisées, notamment l'instauration d'un système électronique de paiement des droits, taxes et amendes, la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales et l'élaboration des outils de planification en matière de recrutement et de formation des agents dans la fonction publique. Cette dynamique enclenchée se poursuit à travers la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour féliciter l'Observatoire des fonctions publiques africaines pour sa contribution significative à l'amélioration de l'efficacité des fonctions publiques. Cette institution panafricaine qui a pour vocation d'étudier et d'analyser les fonctions publiques africaines afin de proposer des réformes et solutions innovantes aux difficultés que rencontrent les différents États membres. Dans le respect de leur souveraineté, s'est révélé au fil du temps comme un outil important pour l'amélioration de la gouvernance publique en Afrique. De nos jours, la fonction publique est au cœur du développement de nos États. Elle est le bras armé de l'action publique, le moteur de la mise en œuvre des politiques publiques et constitue l'interface entre l'État et les citoyens. À cet égard, l'Observatoire des fonctions publiques africaines constitue un levier majeur à l'échelle régionale pour la coordination stratégique de toutes les actions d'amélioration de la gouvernance publique dans chacun de nos pays. Les conclusions des travaux des experts serviront de document de travail pour les ministres en charge de la fonction publique en Afrique. Les résultats des travaux devraient permettre d'identifier les axes d'amélioration et de fixer les grandes orientations qui guideront l'organisation dans les années à venir. Plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le coût global d'un nouveau projet intitulé TISAL. Il va œuvrer pour l'amélioration des moyens de subsistance dans les chaînes de valeur centrales et résilientes et aussi des systèmes alimentaires. Le projet sera exécuté par un consortium pour une durée de 4 ans. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi au gouvernorat de Ségou avec l'ensemble des parties prenantes du projet. C'était en présence de notre reporter Honoré Tienou. TISAL, transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux. C'est l'intitulé du nouveau projet qui vient d'être lancé par l'ONG WHH en 4 régions. Le projet TISAL ambitionne d'améliorer les moyens de subsistance des jeunes adultes en renforçant la chaîne de valeur centrale et résiliente dans le système alimentaire. Mohamed Bachir, directeur des opérations de l'ONG WHH. Notre ambition est de soutenir les producteurs agricoles, en particulier les femmes et les jeunes, de l'adoption des pratiques agroécologiques résilientes au climat. Appuyer le développement des chaînes de valeur locales, porteuses, créatrices d'emplois décents et de revenus durables. Renforcer la capacité des collectivités locales pour une gouvernance participative inclusive des systèmes alimentaires et favoriser la consommation des produits locaux sains et nutritifs. Le consortium a reçu un montant de 7 milliards 78 millions de francs CFA pour réaliser ce projet ambitieux. La présentation du projet aux parties prenantes et les résultats des évaluations préliminaires constituent les temps forts de ce lancement afin de garantir la mobilisation des services techniques déconcentrés et autres partenaires autour du projet. Yamadou Keita, conseiller aux affaires économiques du gouverneur de Ségou. Pour que ce projet atteigne ses objectifs, il est essentiel que chacun joue pleinement son rôle. Nous nous engageons à accompagner ce projet à tous les niveaux que ce soit, en facilitant l'accès au terrain, en assurant la coordination entre services concernés et en veillant à l'atteinte des résultats. Le projet TISAL sera mis en œuvre par le consortium WHH, HI et Donilab pour une durée de 4 ans dans les régions de Ségou, Mopti et Badjangara. Ségou, Honoré Tienou et Bassi Traoré pour l'ORTM. AES, actualité. Direction le Burkina Faso, où les autorités s'engagent à faire tomber les barrières pour lutter efficacement contre l'hépatite. Un engagement matérialisé à la faveur de la célébration en différé de la Journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Débutée le 16 août, elle se poursuit jusqu'au 30 août. La célébration comprend des activités de sensibilisation, de dépistage et de mobilisation. Le ministre de la Santé a présidé la cérémonie officielle de lancement, soulignant l'engagement des acteurs pour l'élimination de l'hépatite d'ici à 2030 au Burkina Faso. La précision avec Céline Ouaidraogo de Radio Burkina.
Les hépatites virales B et C demeurent un problème de santé publique majeur au Burkina, avec une prévalence estimée à 9% pour l'hépatite B et plus de 3% pour l'hépatite C selon les données de 2010. Près de 900 décès sont enregistrés chaque année, souvent dus à des complications comme la cirrhose ou le cancer du foie. Face à cette situation, l'association SOS Hépatite, par la voix de sa présidente Claire Hortense Sanou, appelle à une baisse des coûts de traitement jugés inaccessibles pour beaucoup de personnes. Nous sommes sur le terrain, les patients souffrent. Et ils souffrent de l'inaccessibilité du diagnostic. C'est cher, il faut travailler à ce que ça soit réduit au maximum, sinon gratuit. Pourquoi pas? Quand je savais mon diagnostic, en 98, il n'y avait rien sur le terrain. Il a fallu que j'attende jusqu'en 2010 que je rencontre celle qui a créé l'association, qui m'en parle, c'est une amie d'enfance. Et donc je suis rentré dans la lutte. Et la manière dont ça m'a été annoncé, je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre ait ça. À l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, célébrée chaque 28 juillet et commémorée en différé, les acteurs de la santé ont renouvelé leur engagement pour intensifier la lutte afin de briser le silence autour de la maladie, a souligné le docteur Nation Dieudonné Soma. C'est notre première fois d'organiser cette journée. Alors on a voulu vraiment ratisser large, unir toutes les forces, les associations, toutes les parties prenantes ensemble pour pouvoir parler le même langage, pouvoir sensibiliser les gens, invitant donc la population à venir vers le dépistage et pour se faire suivre. Le ministère de la Santé rappelle l'urgence de mettre à jour les données épidémiologiques et la mise en place d'une stratégie nationale en 4 axes, selon Dr Robert Lucien Kargougou. Le premier, évidemment, est en rapport avec la prévention. Il faut prévenir, il faut faire en sorte de ne pas contracter l'hépatite. Deuxième axe stratégique, il s'agira pour nous de travailler à faire en sorte que le dépistage soit accessible à tous les Burkinabés, notamment aux Burkinabés lambda. Troisième axe stratégique, il s'agira pour nous de renforcer la prise en charge et le traitement. Et enfin, nous allons travailler à renforcer les compétences des professionnels de santé. Le ministre a aussi appelé à une responsabilité collective pour éradiquer les hépatites virales au Burkina. Panel, séances de dépistage et actions de sensibilisation marquent l'édition 2025, placée sous le thème « Hépatite, faisons tomber les barrières ». Au Niger, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Moudi, a présidé à la circonscription militaire de Niamey la cérémonie de triomphe de la 20e promotion d'élèves officiers d'active et de la sortie de la 12e promotion d'élèves officiers collatéraux. Un moment solennel qui a réuni autour des promus plusieurs invités, notamment les membres du CNSP, du gouvernement, le corps diplomatique, des personnalités civiles et militaires, les parents et amis des promus. Le compte rendu de Madjadjinta Damalam de la Voix du Sahel. Le commandant de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, EFOFAN, a ouvert cette cérémonie qui consacre 2 promotions de 229 futurs cadres de nos forces armées. Le colonel Mahamadou Moussa Guedel a également rappelé aux officiers le devoir qui leur incombe désormais. Jeune Ouangari, être officier, c'est d'abord incarner un ensemble de valeurs cardinales, cheval de bataille pour assurer devant la nation l'impérieux devoir de protéger en toutes circonstances. Après votre prestation de serment d'aujourd'hui, la patrie comptera sur vous pour la défendre, corps et âme. Humilité, dignité, détermination, telles sont les valeurs que le général d'armée Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a demandé aux détenteurs du brevet de chef de section d'incarner. Chers élèves officiers, vous entrez dans la carrière militaire à une période où nos pays font face à des défis géostratégiques et géopolitiques majeurs. Vous serez confrontés à des situations complexes où votre sens du devoir, votre rigueur et votre esprit de sacrifice seront mis à l'épreuve. Mais je demeure convaincu que vous saurez répondre avec honneur et efficacité aux attentes de nos populations. Soyez fiers de votre parcours, mais demeurez humbles et dignes. La cérémonie a été rythmée tout d'abord par la remise des alquises par les parrains officiers, puis la remise des prix d'excellence et tableaux d'honneur aux majors des 2 promotions ayant une moyenne supérieure ou égale à 16, les prix d'honneur aux vice-majors, les prix d'honneur féminins et prix d'honneur des pays amis, et enfin sanctionnés par une photo de famille.
Actualité internationale à présent, en Guinée, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver de survivants ou de corps sans vie après un glissement de terrain à Manéa, à 50 km de Conakry, la capitale, faisant 11 morts et 10 blessés selon le bilan officiel. L'incident a été provoqué par de fortes pluies. Des maisons ont été ensevelies par le glissement de terrain, faisant craindre une hausse du bilan humain. En République démocratique du Congo, le procureur général militaire a requis la peine de mort à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace pour trahison et crimes de guerre. L'ancien chef d'État de 2001 à 2019 est accusé d'avoir soutenu le groupe rebelle M23, responsable de violences dans l'est du pays, notamment de meurtres, de viols et de déplacements forcés de population. Le gouvernement britannique a accepté de verser une indemnité à plus de 7700 Kenyans touchés par un incendie provoqué en 2021 lors d'un exercice militaire dans la réserve naturelle de l'Oldaïga dans la vallée du Rif. Un accord à l'amiable a été trouvé. Le Royaume-Uni ne précise pas le montant exact, mais l'avocat des victimes, Kevin Kubai, parle d'une indemnisation totale de 2,9 millions de livres sterling. Il reconnaît que ce règlement représente le meilleur compromis possible compte tenu du manque de preuves après 4 ans. En Eswatini, un accord secret avec les États-Unis crée la polémique. Des avocats et militants des droits humains poursuivent le gouvernement pour avoir accepté dans la discrétion des personnes expulsées par l'administration Trump. L'affaire devait être entendue ce vendredi par la haute cour du pays, mais a été reportée au 25 septembre au motif que le gouvernement n'a pas encore présenté sa défense. On termine par cette célébration. La place rouge de Moscou résonne une nouvelle fois au son des tambours et des cuivres venus des 4 coins du monde à la faveur du grand retour du Festival international de musique militaire de la Tour Spasskaya. Pour cette édition 2025, le festival célèbre le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, un moment historique qui reste une référence majeure dans la mémoire russe aux côtés des orchestres militaires russes, des formations venues du Burkina Faso, d'Italie, de Mongolie, des Émirats arabes unis, de Biélorussie, du Zimbabwe, du Kazakhstan ou encore d'Éthiopie. Mali Actualité a 9 heures passées de 16 minutes. Retour à l'actualité nationale pour parler de sport. En sport, Ismaël Doumbia alias Izo est le nouveau président de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali. Il a été choisi par consensus à l'issue d'une assemblée générale ordinaire tenue hier 23 août 2025 à la Maison des Jeunes de Bamako. En football, les affiches des demi-finales du CHAN 2024 sont connues. Le Sénégal joue contre le Maroc et le Soudan sera face à Madagascar. En Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta, 3 matchs se jouent aujourd'hui au compte de la 3e journée de poule. L'actualité sportive, c'est surtout la finale de l'afro-basket masculin. Le Mali défie aujourd'hui à 18h l'ogre angolais. Auparavant, le Sénégal tentera de monter sur le podium contre le Cameroun à partir de 15h, temps universel. Le résumé de l'actualité sportive avec Famro Djoursi. Angola-Mali est l'affiche de la finale de la 31e édition de l'Afrobasket masculin. Une finale inédite entre le pays hôte, l'Angola, qui détient également le record des titres dans la compétition avec 11 trophées, et le Mali, qui est à sa première finale en 20 participations dans le tournoi. On a de très bons joueurs, on a de très bons basketteurs capables de prendre cet Afrobasket. Habib Mokhtar est l'entraîneur de l'équipe masculine du centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, champion du Mali 2025. Pour la finale, on veut plus. Nous souhaiterons vraiment avoir cet Afrobasket. Si on gère très bien le match, Inch'Allah, on aura cette coupe. Cette ultime rencontre de l'Afrobasket masculin 2025 se joue ce dimanche 24 août à partir de 18h GMT. Les Maliens ont arraché cette finale historique 87-80 face aux Sénégalais qui les avaient dominés en poule 80-70. Le Sénégal tentera de sauver l'honneur ce dimanche lors du match pour la 3e place face au Cameroun. Une rencontre qui précédera la grande finale. En football, sur le continent, les demi-finalistes du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 sont tous connus. Il s'agit du Sénégal, tenant du titre, de Madagascar, du Soudan
Soudan et du Maroc. Le Sénégal a validé son billet en s'imposant 1-0 contre Ouganda et se prépare désormais à défier une équipe du Maroc solide qui a su éliminer la Tanzanie sur son propre terrain par 1-0 également. Cette rencontre promet un duel équilibré tant les deux sélections ont montré une grande capacité à gérer les moments décisifs. De son côté, le Soudan a confirmé son potentiel en sortant l'Algérie au tir au but 4-2, 1-1 au terme de 120 minutes de jeu. Cette victoire témoigne de la force mentale des Soudanais, capables de résister à la pression dans un match coupéré. Face à Madagascar, qui a su tirer son épingle du jeu contre le Kenya pour atteindre ce stade de la compétition, l'affiche s'annonce indécise et ouverte. Le Maroc et le Sénégal apparaissent comme deux favoris logiques, mais Madagascar et le Soudan ont déjà prouvé qu'ils savaient surprendre. Supercoupe, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. 3 matchs se jouent ce dimanche au compte de la 3e journée des poules. Au stade Mamadou Konaté à 16h, Kaï affronte Bougouni. Au même moment, du côté du stade Ouenzen Koulibaly, Koulikoro sera face à Nyoro. La dernière rencontre du jour mettra aux prises à 18h au stade Mamadou Konaté l'équipe de Kouchala et celle de Menaka. Ce samedi, le gouvernement s'est incliné 3-0 devant Djoïla, un résultat qui a surpris plus d'un. La région de Taoudini, menée au score depuis la 2e minute de jeu, a fini par arracher la victoire 2-1 contre Badiangara. Le CNT a dominé Sikasso 2-1 et la sélection de Kita a pris le meilleur 1-0 sur celle de Douanza. Pour terminer, Ismaïla Doumbia, alias Izo, est désormais le seul et unique président de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali, UNAFOM. Il a été choisi par consensus à l'issue d'une assemblée générale ordinaire tenue ce samedi 23 août 2025 à la Maison des Jeunes de Bamako. Un vrai sentiment de fierté et d'honneur d'être à la tête de cette association qui existe depuis longtemps. Je salue ici mes prédécesseurs. Ça n'a pas été facile avec la création d'une commission de réconciliation qui veut dire beaucoup de choses. Pour un départ encore, je crois qu'il faut encore rassembler tout le monde. On a des difficultés, mais je souhaite que tout le monde adhère à la cause. Izo aura désormais la responsabilité de diriger le nouveau bureau de l'UNAFOM composé de 72 membres pour les 4 prochaines années. D'éminentes personnalités du football malien ont pris part aux travaux de cette assemblée générale ordinaire, notamment Yacouba Diadé Danyogo, ancien ministre des Sports, qui était l'invité d'honneur. L'UNAFOM, par cette assemblée générale ordinaire, s'inscrit dans une dynamique d'améliorer les conditions de vie des anciens footballeurs du Mali et d'apporter sa contribution à la relance du football malien. Focus Santé. Dans Focus Santé, nous parlons aujourd'hui des risques de se promener avec un cathéter au bras. Au Mali, il a été constaté que beaucoup de patients vaquent à leurs occupations au cours du traitement avec un cathéter. Ce comportement peut provoquer de nouvelles infections ou même des maladies qui peuvent toucher n'importe quel organe du corps. Plus de détails sur les risques de ce comportement dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. Je souffrais du paludisme. Au cours du traitement, j'ai continué à conduire mon véhicule avec le cathéter. En conduisant, la manche de mon pullover a arraché le cathéter. Immédiatement, j'ai mis un mouchoir sur la partie pour arrêter le sang. Comme Oumar Kane, au Mali, nombreux sont les patients qui se comportent ainsi. Des malades en état de convalescence qui vaquent à leurs occupations avec un cathéter au bras. Et pourtant, cet outil médical est utilisé pour des raisons bien précises. Professeur Issa Konaté, infectiologue au Point G. Le cathéter, c'est un tube fin et flexible qui est utilisé pour administrer des médicaments, des liquides chez une personne ou prélever des fluides chez un malade. Le cathéter ne devrait pas dépasser les 3 à 4 jours. Je parle ici du cathéter périphérique parce qu'il y a plusieurs types de cathéters. Mais ça peut être plus court que tout cela. Parce que quand vous placez le cathéter aujourd'hui, le maintenir ou de ne pas le maintenir va dépendre de l'état du cathéter chez la personne. Dans les centres de santé, en posant le cathéter, le médecin soignant adopte certaines mesures d'hygiène pour limiter de nouvelles infections. Avant de porter un cathéter, il y a des précautions à prendre. D'abord, on devrait se laver correctement les mains au savon et puis rincer et utiliser une friction hydroalcoolique. Donc, vraiment, cherchez à détruire d'abord les microbes qui sont sur votre main. Portez un gant et nettoyez correctement la partie là où on veut placer le cathéter. La pose d'un cathéter doit obéir à des règles. Un suivi au niveau de l'hôpital et par quelqu'un qui maîtrise la situation. Donc, en amenant ce cathéter à la maison, on est presque sûr que la personne n'a pas toutes les qualifications pour pouvoir
faire un suivi régulier. Quant aux patients, il est déconseillé de se promener avec le cathéter au cours du traitement. Professeur Issa Konate. Dans des lieux publics, dans les quartiers, dans la communauté, on voit les gens se promener avec un cathéter au niveau du bras, ce qui est extrêmement dangereux et ça ne devrait pas se faire compte tenu de tous les risques que cela peut avoir. Le cathéter constitue une porte d'entrée pour les microbes. Et une fois que le microbe va rentrer à partir de ce cathéter, ce microbe peut circuler et atteindre toutes les parties du corps, que ce soit le cœur, le cerveau, c'est-à-dire les organes les plus sensibles, les organes nobles peuvent être atteints à partir d'un cathéter périphérique. En plus des infections dans la masse ou dans n'importe quel endroit, le cathéter peut être enlevé accidentellement et peut provoquer une perte du sang, surtout chez les personnes qui ont des problèmes de coagulation. Focus santé. On espère que vous avez pris bonne note de ces conseils. Au prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h avec le 13h dimanche. Vous l'aurez compris, à 9h passé de 25 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Bonne écoute radiophonique sur le zone de la Radio Nationale du Mali.